Pendant des années, une question a hanté l'Europe. Comment autant de jeunes Allemands ont-ils pu marcher vers la guerre avec une telle endurance, une telle froideur, parfois même avec une forme d'enthousiasme presque mécanique ? Comment ont-ils supporté le froid, la faim, les marches interminables et les nuits sans sommeil, sans s'effondrer immédiatement ? L'idéologie nazie explique une partie de la réponse. La discipline, l'embrigadement et la peur expliquent le reste. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de plus discret mais aussi plus chimique. En fait, une petite pilule blanche de méthamphétamine distribuée par millions. Son nom, le pervitine, une drogue certes capable de supprimer la fatigue, mais aussi de détruire ceux qui en prenaient. Le problème de la fatigue. Dans l'imaginaire collectif, le Troisième Reich repose sur la propagande, la violence, l'industrie de guerre et le fanatisme. Tout cela est vrai, mais le régime nazi a également perfectionné une autre forme de domination plus intime, plus silencieuse. Une domination qui passait par le corps, par le cerveau et par la chimie. Car derrière les drapeaux, les discours, les parades et les slogans, un autre mécanisme s'est mis en place pour faire avancer plus vite des soldats épuisés, pour supprimer la faim, mais aussi pour retarder le sommeil et diminuer la peur. Il s'agissait en fait de rendre possible l'impossible, du moins pendant quelques heures, parfois quelques jours. Et dans cette histoire, la méthamphétamine n'est pas un détail, elle devient un véritable rouage de l'armée allemande. Sous l'uniforme, des milliers d'hommes avançaient comme si leur corps ne leur appartenait plus. Ils traversaient des villages, des forêts, des routes défoncées, des plaines entières, et ce sans dormir. Ils conduisaient de nuit, tiraient, réparaient, obéissaient, replongeaient dans le mouvement comme si l'épuisement n'existait plus. En réalité, ce n'était ni du courage pur, ni une résistance surhumaine. C'était aussi l'effet d'une substance qui effaçait la fatigue, brouillait le jugement et transformait progressivement des êtres humains en instruments. Le Reich n'a pas seulement militarisé sa jeunesse, il l'a également dopée. Et ce phénomène ne tombe pas du ciel en 1939. Pour le comprendre, il faut remonter bien avant Hitler. Il faut ainsi revenir à l'histoire allemande des drogues, des médicaments et de l'industrie chimique. Car l'Allemagne du Troisième Reich ne surgit pas dans un vide. Elle hérite d'un savoir scientifique immense, d'une industrie pharmaceutique puissante et d'une culture moderne, où l'idée même de modifier artificiellement l'esprit et le corps est déjà ancienne. Au début du 19e siècle, la chimie européenne bascule dans une nouvelle ère. Jusque-là, les remèdes restent imprécis, variables, souvent artisanaux. Mais un jeune assistant en pharmacie, Friedrich Wilhelm Serturner, parvient à isoler l'alcaloïde principal de l'opium, la morphine. C'est une véritable révolution. La douleur, cet ennemi permanent des hommes, peut désormais être combattue de manière plus précise. Ce n'est plus seulement une infusion, un mélange ou une recette incertaine. C'est une substance active, identifiable et dosable. Et avec cette découverte commence non seulement une nouvelle histoire de la médecine, mais aussi celle de l'industrie pharmaceutique moderne. Dans toute l'Europe, les apothicaires cessent peu à peu d'être de simples préparateurs de remèdes. Ils deviennent les premiers maillons d'une chaîne industrielle. En Allemagne, cette mutation est particulièrement rapide. À Darmstadt, Emmanuel Merck développe un modèle fondé sur la production standardisée d'alcaloïdes et de médicaments de qualité constante. C'est la naissance d'un géant, mais surtout d'une logique, celle d'une chimie capable de transformer la société, la guerre, la douleur, mais également l'énergie et le sommeil, et jusqu'au comportement humain. Puis viennent d'autres étapes décisives, avec l'invention de la seringue au milieu du 19e siècle. L'administration des produits devient plus directe, plus rapide et plus puissante. Pendant la guerre de sécession, puis pendant la guerre franco-prussienne, la morphine est utilisée à grande échelle. Elle soulage les blessés, mais elle permet aussi de renvoyer plus vite certains hommes au combat. La médecine moderne ne sert pas seulement à guérir, elle sert aussi à maintenir l'effort de guerre. À la fin du siècle, l'industrie allemande accélère encore. En 1897, chez Bayer, Felix Hoffmann synthétise l'acide acétylsalicylique, bientôt vendu sous le nom d'aspirine. Quelques jours plus tard, il synthétise aussi la diacétylmorphine, en l'occurrence l'héroïne. À l'époque, ce nom n'a pas encore la charge sinistre qu'il aura plus tard. Bayer la présente comme un produit moderne, utile, presque élégant. On la vend contre la toux, contre les douleurs, contre le malaise général. Même des enfants peuvent en recevoir. Aujourd'hui, cela paraît hallucinant, mais à l'époque, c'est un signe du triomphe de la chimie.
L'Allemagne devient alors l'un des grands centres mondiaux du médicament. Le long du Rhin, de nouveaux pôles industriels apparaissent. La chimie promet des marges immenses avec relativement peu d'équipements. Ce qu'il faut surtout, ce sont des cerveaux, des ingénieurs, des chimistes, des laboratoires et des brevets. Et ça, l'Allemagne en possède énormément. Son système universitaire est l'un des meilleurs du monde. La recherche et l'industrie avancent main dans la main. Dans ce domaine, le pays devient véritablement un atelier mondial. Cette avance ne disparaît pas après la Première Guerre mondiale. Au contraire, l'Allemagne vaincue, mutilée politiquement, humiliée par le traité de Versailles, reste une puissance chimique. Elle perd ses colonies, donc une partie de l'accès direct à certains stimulants naturels, comme le café, le thé ou bien d'autres produits venus d'outre-mer. Mais elle compense par la synthèse. Ce qui manque à l'empire colonial, la chimie tente de le produire en laboratoire. Et dans une société profondément blessée, physiquement et psychologiquement, cette capacité devient stratégique. Dans les années 1920, les médicaments prennent une place croissante dans la vie quotidienne allemande. Le pays est traversé par la fatigue, l'angoisse, la frustration et le déclassement. La demande de sédatifs, de stimulants et de produits psychoactifs augmente. Les entreprises allemandes développent et brevettent à grande vitesse de nouvelles molécules. Elles dominent ainsi le marché mondial dans plusieurs catégories. Le paysage industriel se restructure et en 1925, de grandes firmes fusionnent pour former IG Farben, l'un des groupes les plus puissants du monde. L'Allemagne est alors au premier rang mondial pour la morphine. Elle domine aussi largement certains segments du marché de la cocaïne. Merck, Boehringer et Knoll contrôlent une part considérable de la production mondiale. Le port de Hambourg sert de plaque tournante. C'est là que des cargaisons entières arrivent, sont transformées et redistribuées. La République de Weimar, que l'on imagine parfois seulement comme une démocratie fragile et chaotique, est aussi un acteur majeur de la circulation mondiale des substances psychoactives. Et cette réalité industrielle rencontre parfaitement l'esprit de l'époque, car la République de Weimar est aussi un monde de fuite, d'excès et d'expérimentation. Beaucoup d'Allemands refusent de regarder en face la défaite de 1918, les responsabilités de l'ancien régime impérial, mais également l'effondrement d'un ordre ancien. Dans ce climat de frustration, de crise économique, d'humiliation nationale et de désorientation morale, Berlin devient le symbole d'une modernité déchaînée, une capitale où tout semble possible, où tout semble permis et où la nuit sert à oublier le jour. Dans ses cabarets, ses clubs, ses arrière-salles, ses maisons closes, ses cercles bohèmes et ses quartiers interlopes, on consomme de tout. Morphine, héroïne, cocaïne, éther, chloroforme ou bien alcool. Certains artistes deviennent les emblèmes de cette époque saturée d'excès. Anita Berber, danseuse et actrice, incarne cette culture de l'autodestruction spectaculaire. On raconte qu'elle trempait des pétales de rose dans un mélange de chloroforme et d'éther avant de les sucer au petit déjeuner. Le cinéma s'empare lui aussi du sujet. Des films évoquent la cocaïne ou bien la morphine. Dans certains milieux, les drogues circulent presque librement. Berlin fascine et scandalise. Pour certains, c'est la ville du plaisir absolu. Pour d'autres, c'est Babylone. Une métropole de la décadence, de la perte des repères, du luxe sale et de la dérive morale. On y voit affluer des étrangers venus chercher des sensations fortes parce que tout y est moins cher, plus permissif et plus extrême. Une forme primitive de tourisme sexuel et narcotique s'y développe. Des clubs distribuent des masques à l'entrée pour garantir l'anonymat. Des fumeries d'opium subsistent. Des médecins eux-mêmes sont parfois dépendants de la morphine. L'impression générale est celle d'une société qui cherche à s'anesthésier. Ce monde, les nazis vont le haïr en façade. Ils dénoncent la République de Weimar comme une époque de corruption, de pourriture morale et de dégénérescence. Ils se présentent comme les restaurateurs de la discipline, de la santé, de la pureté raciale et de la virilité nationale. Leur discours officiel est hostile aux drogues. Pour cela, ils s'appuient sur une morale rigide, sur la valorisation du corps sain, du peuple fort et du combattant discipliné. Mais cette posture cache en réalité une contradiction centrale. Le national-socialisme condamne les drogues qu'il associe à la décadence ennemie, tout en développant bientôt son propre régime d'intoxication. Une intoxication politique d'abord, puis chimique, car le nazisme lui aussi est une machine à produire l'ivresse, une ivresse de masse, une exaltation collective, un état second obtenu
non par les cabarets berlinois, mais par les rassemblements, les parades, les flambeaux, les drapeaux, les cris, ou bien encore les serments et les discours, en passant également par la fusion de l'individu dans la foule. Hitler lui-même accorde une importance immense aux états d'excitation collective. Le parti nazi veut remplacer la politique par la transe, il veut devenir sa propre drogue. Et pourtant, dans l'ombre de cette ivresse idéologique, une autre substance se prépare. Elle ne se contente pas de soulever les foules pendant quelques heures, elle agit sur les nerfs, sur le sommeil, sur l'appétit, sur la peur et sur la concentration. Elle ne promet pas seulement l'enthousiasme, elle promet également la performance. Elle s'appelle pervitine et bientôt, elle va franchir le seuil des laboratoires pour entrer dans les poches, les trousses médicales, les casernes et les champs de bataille. La méthamphétamine ne devient pas immédiatement l'arme chimique cachée du Reich. Il faut pour cela un relais humain, un homme placé à l'endroit exact où la chimie rencontre l'armée. Cet homme s'appelle Otto Friedrich Ranke. Médecin physiologiste, officier scientifique, il dirige l'Institut de recherche en physiologie de défense à Berlin. Sa mission est simple à formuler et immense dans ses conséquences. Comprendre comment faire tenir les soldats plus longtemps, plus vite et plus efficacement. Son ennemi principal n'est ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni même l'Union soviétique. Son ennemi, c'est tout simplement la fatigue. Le soldat chimique. Au moment où l'Allemagne s'apprête à entrer en guerre, Otto Friedrich Ranke s'intéresse à un problème qui peut sembler simple, mais dont les implications sont considérables, la fatigue. Dans son esprit, il ne s'agit pas d'un phénomène naturel inévitable, mais d'une limite biologique qui freine l'efficacité militaire. Un soldat fatigué ralentit, perd en vigilance, commet des erreurs et met en danger l'ensemble de son unité. Si cette limite pouvait être repoussée, voire supprimée, alors ce n'est pas seulement la performance individuelle qui changerait, mais la nature même du soldat. À la fin des années 1930, l'armée allemande se transforme progressivement. Elle se modernise, s'organise et adopte une vision de plus en plus mécanisée de la guerre. Dans cette logique, les hommes ne sont plus uniquement considérés comme des individus, mais comme les éléments d'un système global. Leur endurance, leur résistance et leur capacité à fonctionner sur la durée deviennent des variables que l'on cherche à optimiser, au même titre que l'équipement ou la logistique. C'est précisément dans ce contexte que les travaux de Ranke prennent tout leur sens. C'est alors qu'il s'intéresse à une substance encore récente, le pervitine. Développé par le laboratoire allemand Temmler, ce produit est présenté comme un stimulant capable de lutter contre la fatigue, d'améliorer la concentration et de soutenir l'effort prolongé. Les premières descriptions évoquent également une meilleure utilisation de l'oxygène par l'organisme et une augmentation de l'endurance. Pour Ranke, ces caractéristiques ne sont pas anodines. Elles correspondent exactement à ce que l'armée cherche à obtenir. Il décide donc de tester cette substance dans un cadre expérimental. Les premiers essais sont menés sur des volontaires, principalement des étudiants et des médecins. Le protocole est relativement simple. Certains reçoivent du pervitine, d'autres de la caféine ou un placebo. Puis, tous sont soumis à des tâches cognitives répétitives sur de longues périodes sans sommeil. L'objectif est d'observer non seulement leur capacité à rester éveillés, mais aussi la qualité de leur performance. Les résultats sont à première vue impressionnants. Là où les sujets privés de stimulants montrent rapidement des signes de fatigue, comme la perte de concentration, le ralentissement ou le besoin de s'arrêter, ceux ayant consommé du pervitine continuent. Ils restent actifs, réactifs, capables d'enchaîner les tâches pendant des heures. Même après une longue privation de sommeil, ils conservent une impression d'énergie et de clarté mentale. Mais une analyse plus fine révèle une réalité plus nuancée. Si la vitesse d'exécution augmente, la précision diminue, les erreurs deviennent plus fréquentes, les raisonnements plus approximatifs et la capacité à traiter des problèmes complexes se dégrade. Le pervitine ne rend pas plus performant au sens strict, il modifie le comportement. Il augmente certes l'activité, renforce la confiance, mais au prix d'une certaine perte de discernement. Pour Ranke, cette limite n'est pas déterminante. Ce qu'il cherche n'est pas un individu capable d'analyse fine, mais un soldat opérationnel capable d'agir, de suivre des ordres et de maintenir un effort prolongé. Dans cette perspective, les effets du pervitine apparaissent comme suffisants, voire avantageux.
et le formule clairement dans ses rapports en décrivant la substance comme un moyen efficace de réveiller et de soutenir une troupe fatiguée. Il propose alors d'étendre ces tests au cadre militaire. Pourtant, à ce stade, l'idée ne suscite pas immédiatement un intérêt majeur. Les responsables de l'armée restent en effet focalisés sur des problématiques plus classiques, comme par exemple l'organisation des unités, l'équipement ou bien encore le ravitaillement. La notion d'optimisation chimique du soldat reste marginale, presque secondaire. Mais pendant ce temps, en dehors du cadre militaire, la situation évolue rapidement. Le pervitin commence à se diffuser dans la société allemande. Il n'est pas encore perçu comme une substance dangereuse, mais comme un produit moderne, pratique, capable d'améliorer le quotidien. On le trouve ainsi en pharmacie, sans ordonnance, et son usage se banalise. Des étudiants l'utilisent pour travailler plus longtemps, des travailleurs pour augmenter leur rendement, des femmes pour gérer les contraintes du quotidien. La substance est même intégrée à certains produits alimentaires sous forme de compléments ou de confiserie énergétique. Cette diffusion transforme progressivement le pervitin en une drogue sociale intégrée dans les habitudes, perçue comme utile et sans risque majeur. Mais cette normalisation masque des effets plus problématiques. À mesure que la consommation augmente, les premiers signes de dépendance apparaissent, ainsi que des troubles du sommeil, des épisodes d'excitation suivis de fatigue intense et des comportements instables. Dans certains milieux universitaires, des cas préoccupants sont signalés. Des étudiants consomment de grandes quantités de pervitin pour préparer leurs examens, mais leur performance réelle diminue. L'état d'éveil est maintenu, certes, mais la qualité du travail se dégrade. Ranke lui-même en prend conscience et tente de limiter l'usage de la substance, notamment parmi les étudiants en médecine. Il envoie des avertissements, souligne les risques, mais la diffusion est déjà trop large pour être contenue. À ce stade, la substance est installée dans la société et c'est dans ce contexte qu'intervient un événement décisif. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La guerre commence et avec elle, un changement d'échelle dans l'utilisation du pervitin. Sur le terrain, son usage devient beaucoup moins contrôlé. Les comprimés circulent sans véritable encadrement. Certains officiers en distribuent librement, d'autres soldats s'en procurent par eux-mêmes. Il n'existe pas encore de doctrine claire, mais la substance commence à s'imposer par son efficacité immédiate. Les premiers retours du front confirment cette impression. Des soldats parviennent à marcher plus longtemps, à rester éveillés plusieurs nuits, à maintenir un niveau d'activité élevé malgré la fatigue. Certains évoquent une sensation d'énergie accrue, une meilleure résistance à la lassitude, voire une forme d'euphorie. Dans un contexte de guerre rapide, ces effets sont perçus comme un avantage. Cependant, des signes plus inquiétants apparaissent déjà, des troubles visuels, des altérations de la perception et parfois des débuts d'hallucinations sont mentionnés dans certains rapports. Mais ces effets ne sont pas encore considérés comme un problème majeur, car ils n'empêchent pas l'exécution immédiate des tâches. Dans une armée qui cherche avant tout à avancer vite et à maintenir le rythme, le pervitin commence à trouver sa place. Car dès le début du conflit, une contrainte majeure apparaît. L'Allemagne doit compenser un manque de ressources et de supériorité numérique. Pour y parvenir, elle adopte une stratégie fondée sur la rapidité et la continuité de l'action. Chaque heure gagnée peut faire la différence et toute pause représente un risque. Dans ce cadre, la capacité à rester éveillé et opérationnel devient un facteur déterminant. Le pervitin, sans être encore officiellement intégré comme une arme, joue déjà un rôle dans cette dynamique. Il permet en effet de prolonger l'effort, de maintenir la pression et de réduire les temps de repos. Il contribue indirectement à soutenir le rythme imposé par la stratégie allemande. Sauf que cette efficacité immédiate soulève une question que Ranke avait déjà entrevue dès ses premières expériences. Quelles sont les limites de ce type de fonctionnement ? Car si la fatigue peut être repoussée, elle ne disparaît pas complètement. Et lorsque les limites biologiques sont dépassées trop longtemps, les conséquences finissent par apparaître. Une armée qui ne dort plus. Au printemps 1940, l'Allemagne lance une offensive qui va bouleverser l'Europe. Sur le papier, tout semble jouer contre elle. L'armée française est puissante, bien équipée et soutenue par la Grande-Bretagne. En nombre comme en matériel, les Alliés disposent d'un avantage réel. Dans une guerre classique, une telle attaque aurait nécessité une supériorité écrasante pour espérer percer. Mais l'Allemagne ne joue pas selon les règles classiques. Elle mise sur une autre arme, la vitesse.
Le plan est audacieux. Au lieu d'attaquer là où les Alliés s'y attendent, les forces allemandes traversent les Ardennes, une région considérée comme difficile, presque impraticable pour une armée mécanisée. Des colonnes de chars, de camions et d'artillerie s'y engouffrent, avancent rapidement vers Sedan, puis foncent vers la Manche. Si tout fonctionne, les forces alliées seront contournées et piégées. Mais pour que ce plan réussisse, il y a une condition essentielle, ne jamais s'arrêter. C'est ici que le Pervitin entre en scène, non plus comme un simple stimulant, mais comme un outil stratégique. Avant l'offensive, des quantités massives sont distribuées. On parle de dizaines de millions de comprimés pour des millions de soldats. Sur le terrain, les hommes en prennent plusieurs par jour, parfois sans véritable encadrement. Très vite, les effets se font sentir. La fatigue disparaît, ou plutôt, elle est repoussée. Les paupières restent ouvertes, le corps continue d'avancer et l'esprit reste en alerte. Des unités entières avancent pendant des dizaines d'heures sans sommeil. Les conducteurs de chars roulent de nuit comme de jour. Les moteurs ne s'arrêtent presque jamais et les colonnes traversent villages et routes dans un mouvement continu. Tout devient mécanique, avancer, tirer, réparer, repartir. Dans certains cas, les unités parcourent des distances impressionnantes en un temps record. Elles traversent les lignes ennemies, coupent les communications et désorganisent complètement le commandement adverse. L'armée française, prise de vitesse, peine à comprendre ce qui se passe, car elle ne fait pas face à une armée ordinaire. Les rapports alliés commencent à évoquer des soldats allemands infatigables, presque irréels. Certains avancent sous le feu sans hésiter, comme si la peur n'existait plus. Mais ce n'est pas du courage pur, c'est en partie l'effet de la méthamphétamine. Le Pervitin agit profondément sur le comportement. Il supprime la sensation de fatigue, réduit les inhibitions et donne une impression de puissance. Les soldats se sentent plus confiants, plus capables, parfois même invincibles. Dans le chaos du combat, cette illusion suffit à maintenir l'élan. Mais cette énergie a un prix, car si la drogue permet d'aller plus vite, elle altère aussi le jugement. Les décisions deviennent plus impulsives, les erreurs plus fréquentes. Certains conducteurs perdent le contrôle de leur véhicule, des soldats surestiment leurs capacités et les risques augmentent. Pourtant, dans la logique du Blitzkrieg, ces défauts sont secondaires. Ce qui compte, c'est le rythme, et ce rythme, le Pervitin le rend possible. La guerre devient un mouvement continu, une avancée sans pause, et face à cette vitesse, les défenses s'effondrent. En quelques semaines, la France est vaincue. Une victoire fulgurante qui donne l'impression d'une armée invincible, mais derrière cette réussite, quelque chose a changé. Pour la première fois, une armée entière a été poussée au-delà de ses limites naturelles, non pas uniquement par la discipline ou l'entraînement, mais par la chimie, et ce n'est que le début. Une nation sous stimulant. Après la victoire, la guerre ne ralentit pas. Au contraire, elle s'intensifie et avec elle, la pression sur toute la société allemande. Car le conflit ne se joue plus seulement sur le front, il s'étend aux usines, aux bureaux et aux infrastructures. Toute une nation est mobilisée. Les journées s'allongent, les nuits raccourcissent et la fatigue devient omniprésente. Les ouvriers doivent produire davantage, les fonctionnaires traiter plus de dossiers et les soldats repartir au combat. Dans ce contexte, le Pervitin ne reste pas un outil militaire, il devient une solution généralisée. Dans les pharmacies, le produit circule encore plus largement. On le prescrit pour lutter contre la fatigue, le stress et le manque d'énergie. Des femmes en prennent pour tenir leur journée, des étudiants pour réviser toute la nuit et des travailleurs pour augmenter leur rendement. La méthamphétamine s'installe progressivement dans le quotidien. Elle devient presque invisible, presque normale. Le Pervitin ne rend pas plus intelligent, il rend plus actif. Sauf qu'il crée une véritable dépendance, car après l'euphorie vient la chute, une fatigue intense, un épuisement brutal et une incapacité à fonctionner normalement. Pour éviter cet état, beaucoup reprennent une autre pilule, et puis une autre, et le cycle s'installe. Dans certaines villes, les cas de troubles se multiplient, insomnie prolongée, crise d'angoisse et comportements paranoïaques. Des individus incapables de s'arrêter, puis incapables de continuer sans la substance. Le corps est poussé au-delà de ses limites, puis abandonné à lui-même. Et pourtant, le système continue, car pour le Reich, la performance reste prioritaire. Le Pervitin permet de travailler plus longtemps, de manger moins et de tenir malgré les conditions.
Dans une économie de guerre, ces effets sont perçus comme des avantages. Sauf que ce qui apparaît d'abord comme un avantage devient progressivement une faiblesse, car une dépendance s'installe, discrète mais profonde. Et dans cette dépendance, on trouve déjà les signes d'un système qui commence à se fissurer. Le prix à payer. Le pervitin, solution miracle contre la fatigue, n'a donc pas duré très longtemps. Car le corps humain, même poussé à l'extrême, ne peut pas être trompé indéfiniment. Ce que la drogue efface temporairement ne disparaît pas réellement. La fatigue n'est pas supprimée, elle est simplement repoussée, accumulée, et elle finit toujours par revenir, souvent avec une violence encore plus grande. Sur le front, les premiers signes apparaissent progressivement. Après plusieurs jours sans sommeil, certains soldats ne ralentissent pas. Ils s'effondrent carrément, pas à une simple fatigue, mais à un épuisement total, brutal, qui coupe net toute capacité d'action. D'autres restent debout, mais leur esprit décroche. Ils continuent de bouger, de parler, parfois même d'obéir, mais quelque chose s'est détaché de la réalité. Puis viennent les troubles plus profonds. L'humeur devient instable, des réactions disproportionnées surgissent pour des situations banales. La tension permanente, combinée à la privation de sommeil et à l'effet de la méthamphétamine, transforme certains hommes en individus nerveux, imprévisibles, incapables de contrôler leurs émotions. Dans les cas les plus graves, la perception elle-même se déforme. En effet, certains soldats commencent à voir des choses qui n'existent pas, des silhouettes dans l'obscurité, des mouvements imaginaires ou bien encore des menaces qui ne sont pas réelles. D'autres entendent des bruits inexistants, interprètent mal ce qu'ils voient ou réagissent de manière inadaptée. Dans un environnement déjà saturé de stress et de danger, cette altération de la réalité devient extrêmement dangereuse. La méthamphétamine ne se contente pas de stimuler, elle modifie le fonctionnement du cerveau. Et dans une guerre où chaque décision peut être vitale, cette modification a un prix. À mesure que les effets secondaires se multiplient, la cohésion des unités commence à se fragiliser. Les erreurs augmentent, la coordination devient plus difficile et les décisions prises sous pression sont de plus en plus impulsives. Ce qui avait permis d'accélérer la guerre commence lentement à en perturber le déroulement. Mais le problème le plus profond n'est pas seulement physique ou psychologique. Il est en réalité chimique, car comme on l'a dit, le pervitin crée une dépendance. Et après chaque période d'euphorie, le corps chute, la fatigue revient brutalement, le moral s'effondre, et la seule manière de retrouver un semblant de normalité semble être de reprendre une nouvelle dose. Progressivement, un cycle s'installe, stimulation, chute, besoin, nouvelle stimulation. Ce cycle enferme les soldats comme les civils dans une logique dont il devient difficile de sortir. Certains commencent à consommer de plus en plus fréquemment, les doses augmentent, les effets diminuent et les conséquences s'aggravent. Ce qui était censé être un outil ponctuel devient une habitude, puis une nécessité. À ce stade, la drogue ne sert plus seulement à améliorer la performance, elle sert à maintenir un fonctionnement minimal. Et derrière cette dépendance croissante, une autre réalité apparaît, le système lui-même devient dépendant. Car toute l'organisation de guerre commence à s'appuyer sur ces performances artificielles. Les rythmes imposés, les objectifs fixés, les attentes des commandants reposent de plus en plus sur l'idée que les hommes peuvent dépasser leurs limites naturelles. Mais ces limites existent toujours, et lorsqu'elles sont franchies trop longtemps, elles ne disparaissent pas, elles cèdent. Ce que le pervitin permet à court terme devient à moyen terme un facteur d'instabilité. Les corps se fragmentent et la frontière entre efficacité et destruction devient de plus en plus floue. Pourtant, malgré ces signaux, l'usage ne s'arrête pas. Tout simplement parce que la guerre continue, parce que la pression augmente et parce que le Reich, désormais, ne cherche plus seulement à mobiliser ses soldats, mais à les transformer. La machine déraille. Dans les unités, au fil de la guerre, le pervitin circule de plus en plus librement. Les officiers en disposent régulièrement, les soldats en consomment avant les opérations et certains y ont recours de manière répétée, même en dehors des situations de combat. L'utilisation n'est plus strictement encadrée, elle s'adapte aux besoins immédiats, souvent sans contrôle médical précis.
Dans ses observations, Ranke note que de nombreux officiers portent désormais la substance sur eux en permanence. Tous reconnaissent son efficacité à court terme, notamment pour maintenir l'éveil et soutenir l'effort. Mais cette efficacité s'accompagne d'un changement plus profond dans les habitudes. La prise de pervitine ne répond plus seulement à un état de fatigue réel, elle devient anticipée. On consomme pour éviter d'être fatigué, non pour y remédier. Ce glissement marque une étape importante. L'usage ponctuel laisse place à une forme de dépendance intégrée au fonctionnement quotidien. Sur le terrain, cette évolution se confirme rapidement. Les soldats sont soumis à une pression constante et doivent être prêts à intervenir à tout moment. Dans ce contexte, le pervitine devient une forme d'assurance, un moyen de garantir un niveau de vigilance artificielle. La fatigue n'est plus tolérée comme une contrainte normale, mais perçue comme une faiblesse qu'il faut éliminer immédiatement. Face à cette situation, Ranke tente d'introduire des règles d'utilisation plus strictes. Il propose de limiter les doses, de mieux encadrer la distribution et d'établir des recommandations claires. Il comprend que sans régulation, les risques vont s'aggraver. Mais ces tentatives restent sans effet réel. Les impératifs opérationnels prennent le dessus et l'armée continue d'utiliser la substance en fonction des besoins du moment. Cette dynamique révèle une contradiction importante. Ranke lui-même, tout en mettant en garde contre les dangers du pervitine, en consomme régulièrement. Dans ses notes, il évoque son usage pour faire face à la charge de travail, soulignant ses effets stimulants et son impact sur la concentration. Il mentionne également certains troubles physiques, comme des maux de tête ou des problèmes digestifs, sans toujours établir de lien direct avec la substance. Cette situation illustre une réalité plus large. Même ceux qui identifient les risques ne parviennent pas nécessairement à s'en détacher. Malgré ces signaux, l'usage du pervitine ne diminue pas. La pression militaire et économique reste forte et les exigences opérationnelles continuent d'augmenter. Dans ce contexte, le recours à des stimulants apparaît comme une solution immédiate, même si ses effets à long terme sont de plus en plus problématiques. Progressivement, le rapport au corps humain se transforme. Le repos, le sommeil et la récupération, qui constituent des besoins fondamentaux, sont perçus comme des limites à dépasser. L'objectif n'est plus d'optimiser les capacités dans un cadre naturel, mais de les prolonger artificiellement. Dans le même temps, la nature du conflit évolue. La guerre ne se limite plus à des offensives rapides, elle s'inscrit dans la durée, exige une résistance prolongée et impose un niveau d'effort constant. Dans ce nouveau contexte, les limites du modèle basé sur la stimulation chimique deviennent de plus en plus visibles. La question qui se pose alors n'est plus de savoir si ces limites existent, mais à quel moment elles seront atteintes. 1944, la fuite en avant. En 1944, la guerre a changé de nature. Les offensives rapides ont disparu et l'Allemagne se retrouve désormais sur la défensive. À l'est, l'armée rouge avance sans relâche. À l'ouest, les Alliés ont débarqué et progressent vers le territoire allemand. Au sud, les positions s'effondrent progressivement. L'équilibre stratégique n'existe plus. Le Reich est tout simplement en train de perdre la guerre. Dans ce contexte, l'usage du pervitine ne diminue pas. Il évolue. Ce qui avait été un outil d'accélération devient un moyen de tenir dans un conflit qui s'éternise. Les soldats sont épuisés, usés par des mois, parfois des années de combat, et la méthamphétamine leur permet encore de repousser temporairement cette fatigue. Des témoignages de l'époque décrivent des unités entières en mouvement quasi continu, alternant de brèves pauses et de longues phases d'activité soutenue. Certains équipages de chars roulent pendant des heures, voire des jours, en se relayant, soutenus par la prise régulière de comprimés. Dans d'autres cas, des colonnes de retraite avancent sans interruption, s'arrêtant uniquement pour ravitailler les véhicules. Mais à ce stade de la guerre, les effets du pervitine ne sont plus ceux des débuts. Les troubles psychologiques deviennent fréquents, les soldats souffrent de fatigue extrême malgré la consommation et présentent des signes d'irritabilité, de confusion et parfois même de véritables épisodes psychotiques. Les hallucinations, la paranoïa et les réactions imprévisibles ne sont plus des cas isolés. Elles s'inscrivent dans une usure générale des organismes. La dépendance est également installée. Après des mois d'utilisation, certains soldats ne peuvent plus fonctionner normalement sans la substance. Les doses augmentent, les effets diminuent et le corps devient de moins en moins capable de suivre. Dans le même temps,
le commandement est confronté à une réalité simple. La motivation idéologique ne suffit plus. Les discours sur la victoire finale perdent leur crédibilité et l'état des troupes reflète cette évolution. L'enthousiasme a disparu, il ne reste que la contrainte, la fatigue et la nécessité de continuer. C'est dans ce contexte que l'idée d'un nouveau type de stimulant émerge. Si le pervitin ne permet plus de compenser les limites humaines, alors il faut envisager des solutions plus puissantes. Des recherches sont alors lancées pour développer des combinaisons de substances capables de maintenir un individu éveillé et fonctionnel pendant plusieurs jours consécutifs. Parmi ces projets figure un mélange expérimental connu sous le nom de D9. Il associe méthamphétamine, cocaïne et un dérivé de morphine. L'objectif est clair, supprimer la fatigue, augmenter la résistance et maintenir une capacité d'action prolongée. Les tests sont réalisés dans des conditions extrêmes. Les prisonniers sont contraints de consommer ces substances et de marcher sur de longues distances sans interruption. Certains tiennent plusieurs heures, voire davantage, avant de s'effondrer. D'autres présentent rapidement des signes de défaillance. Ces expériences montrent que les limites peuvent être repoussées, mais pas supprimées. Le corps humain finit toujours par céder. Parallèlement, d'autres projets militaires apparaissent. L'un des plus révélateurs concerne le développement de sous-marins miniatures destinés à des missions longues et particulièrement éprouvantes. Les pilotes doivent rester enfermés pendant plusieurs jours dans des conditions très contraignantes et avec peu de repos. Pour répondre à ces exigences, les chercheurs tentent d'adapter les substances existantes ou bien d'en créer de nouvelles. Des tests sont envisagés pour déterminer si des doses élevées de méthamphétamine ou de cocaïne peuvent maintenir un individu opérationnel pendant plus de 48 heures. Les résultats sont mitigés. Si l'état d'éveil peut être prolongé, les capacités cognitives et physiques se dégradent rapidement. À ce stade, la logique du régime a changé. Il ne s'agit plus d'améliorer les performances, mais de compenser un effondrement. La chimie devient un moyen de prolonger artificiellement un système en difficulté. Dans le même temps, la situation industrielle se dégrade. Les bombardements alliés touchent les infrastructures, y compris les installations pharmaceutiques. La production devient plus difficile, les approvisionnements se raréfient et la distribution des substances est fortement perturbée. Malgré cela, l'usage ne s'arrête pas, il s'adapte, il se maintient là où il est possible, car pour de nombreux soldats, la méthamphétamine reste l'un des rares moyens de continuer à fonctionner dans des conditions extrêmes. Le pouvoir sous dépendance. À mesure que la guerre se dégrade, la question des stimulants ne concerne plus seulement les soldats sur le terrain ou bien les civils soumis à l'effort de guerre. Elle atteint progressivement le sommet du pouvoir. Le système, qui s'est appuyé sur la chimie pour maintenir son rythme, finit par en dépendre lui-même, y compris dans les cercles les plus proches du dirigeant. Adolf Hitler est depuis plusieurs années déjà suivi par son médecin personnel Theodor Morell. Ce dernier occupe une place particulière au sein du régime. Médecin contesté, parfois discrédité par une partie du corps médical, il bénéficie pourtant d'un accès direct et constant au chef de l'État. Son rôle dépasse largement celui d'un praticien classique. Il administre régulièrement des traitements, des injections et des préparations destinées à soutenir l'état physique et mental de son patient. Au fil du temps, ces interventions deviennent de plus en plus fréquentes. Les substances utilisées sont variées, stimulants, vitamines, extraits hormonaux ou bien encore analgésiques. L'ensemble forme un protocole informel ajusté au jour le jour en fonction de l'état de Hitler. Ce qui au départ s'apparente à un suivi médical évolue progressivement vers une forme de dépendance fonctionnelle. Les produits ne servent plus seulement à traiter des symptômes, mais à maintenir un niveau d'activité devenu difficile à soutenir naturellement. Dans les dernières années de la guerre, cette dépendance devient plus visible. Hitler travaille de longues heures avec peu de repos et s'appuie de plus en plus sur les injections administrées par Morell. Parmi les substances utilisées figurent également des stimulants proches de ceux distribués à l'armée, avec des effets comparables, comme le maintien de l'éveil, la réduction de la fatigue ou bien encore le soutien temporaire de l'activité. Cependant, les effets secondaires apparaissent clairement. Plusieurs témoignages décrivent un homme affaibli physiquement, présentant des tremblements, en particulier de la main gauche, ainsi que des troubles digestifs persistants.
Son comportement évolue également, les décisions deviennent plus irrégulières, les réactions plus imprévisibles et la perception de la situation militaire semble parfois déconnectée des réalités du terrain. Dans ce contexte, les substances ne corrigent pas les difficultés, elles en atténuent temporairement les manifestations sans en traiter les causes. À l'extérieur, l'image officielle reste celle d'un dirigeant maître de lui-même, pleinement engagé dans la conduite de la guerre. Mais au sein de son entourage, les changements sont observés, même s'ils ne sont pas toujours expliqués de manière précise. Morel, de son côté, continue d'administrer ces traitements convaincu de leur utilité. Dans ses notes, il met en avant les effets positifs qu'il observe, tout en mentionnant certains symptômes sans toujours établir de lien direct avec les substances utilisées. Parallèlement, la situation militaire continue de se détériorer, les défaites s'accumulent, les lignes de front se rapprochent du territoire allemand et les capacités de résistance diminuent. Dans ce contexte, les décisions prises au sommet apparaissent de plus en plus éloignées de la réalité opérationnelle. Les ordres exigent des actions que les forces disponibles ne peuvent plus mener à bien. La question de l'influence des conditions physiques et psychologiques du dirigeant sur ces décisions se pose alors, sans qu'il soit possible d'y répondre de manière définitive. Ce qui apparaît en revanche clairement, c'est que le pouvoir fonctionne dans un état de tension permanente, sans véritable possibilité de récupération. Dans les derniers mois du conflit, Hitler se replie dans le bunker de la chancellerie à Berlin. L'environnement devient de plus en plus isolé, réduit à un espace confiné et soumis aux bombardements constants. Les informations arrivent de manière fragmentaire, les perspectives se réduisent et la situation militaire devient irréversible. La chute inexorable. Au début de l'année 1945, la situation militaire de l'Allemagne est irréversible. Les forces soviétiques avancent vers Berlin depuis l'Est, tandis que les armées alliées progressent à l'Ouest. Le territoire du Reich se réduit de semaine en semaine et les dernières réserves humaines comme matérielles sont engagées dans une défense qui ne peut plus inverser l'issue du conflit. Dans ce contexte, l'effondrement ne se produit pas d'un seul coup, il s'installe progressivement à mesure que les structures de commandement perdent leur cohérence et que les capacités opérationnelles disparaissent. Les unités sont fragmentées, les communications deviennent incertaines et les ordres émis ne correspondent plus aux réalités du terrain. À Berlin, le pouvoir replié dans le bunker de la chancellerie voit ses conditions de vie se dégrader. Les informations arrivent également de manière fragmentaire, souvent contradictoires, et les décisions prises ne peuvent plus être appliquées efficacement. Dans ce cadre, les derniers jours du régime sont marqués par une forme de déconnexion progressive. Les cartes continuent d'être étudiées, les ordres continuent d'être donnés, mais les moyens nécessaires pour les exécuter n'existent plus. Les forces censées intervenir ont été détruites, dispersées ou bien encerclées. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler met fin à ses jours dans le bunker. Son décès marque la fin effective du centre de décision du régime, même si les combats se poursuivent encore quelques jours. Autour de lui, plusieurs membres du cercle rapproché suivent le même chemin, tandis que d'autres tentent de fuir ou de négocier leur survie. À l'extérieur, la situation est tout aussi chaotique. Dans Berlin, les combats de rue sont violents, les civils sont pris au piège et les infrastructures sont en grande partie détruites. Les soldats, souvent très jeunes ou insuffisamment formés, tentent de ralentir une avancée qui ne peut plus être stoppée. Dans ce contexte, l'usage des substances, comme le pervitin, ne disparaît pas immédiatement. Il persiste de manière désorganisée dans certaines unités et chez certains individus. Mais il ne joue plus le même rôle. Il ne s'agit plus de soutenir un effort structuré, mais de faire face à une situation extrême, sans coordination ni objectif clair. Les effets accumulés sur plusieurs années deviennent visibles, fatigue chronique, troubles du comportement, dépendance installée, et les conséquences ne disparaissent pas avec la fin des combats. Au contraire, elles se prolongent au-delà de la guerre chez ceux qui ont survécu. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Le conflit en Europe prend fin officiellement. Mais cette date ne marque pas un retour immédiat à la normale. Le pays est détruit, les institutions sont démantelées et des millions de personnes doivent faire face aux conséquences matérielles et humaines de la guerre. Dans les années qui suivent, l'usage de certaines substances diminue fortement, notamment en raison des restrictions imposées et du changement de contexte politique. Cependant, les traces laissées par cette période restent présentes. Les pratiques développées pendant la guerre, les dépendances créées et les expériences menées continuent d'influencer les réflexions médicales et militaires.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Avant de se quitter, une dernière anecdote. Si le pervitin est souvent associé à l'armée allemande, il faut savoir que les Alliés utilisent eux aussi des stimulants pendant la guerre. Les Britanniques et les Américains distribuent en effet de la benzédrine, une amphétamine donnée aux pilotes et aux équipages pour rester éveillés lors de missions longues et éprouvantes. Comme en Allemagne, les effets sont immédiats. Plus d'énergie, moins de fatigue et une meilleure concentration. Et comme en Allemagne, les limites apparaissent rapidement avec de la nervosité, des insomnies et un épuisement après coup. Au final, une même logique, repousser les limites humaines pour répondre aux épreuves de la guerre.